Les ponts d'envol sentaient l'huile chaude et la cordite. Les hommes bougeaient, comme des hommes qui avaient pratiqué la mort pendant des années. Ils serraient des boulons plus importants que n'importe quelle promesse de politicien. Dès que la force de frappe japonaise quitta les eaux nationales et en mai 1942, son but fut limpide. Briser la force des porte-avions américains et porter un coup qui laisserait la marine impériale incontestée dans le Pacifique. Quelques jours plus tard, ce qui revint de la bataille ne fut pas seulement du bois calciné et de l'acier tordu. Ce fut le battement de cœur évidé de la puissance aéronavale du Japon. Un rythme qui ne pourrait jamais être rétabli. Le fait central de cette histoire est simple et brutal. Les porte-avions sont des écosystèmes flottants. Quand vous faites exploser l'écosystème, vous n'enlevez pas seulement des plateformes. Vous enlevez du savoir. Les 4 porte-avions perdus à Midway emportèrent avec eux non seulement des centaines d'avions. Ils emportèrent une trame dense et tacite d'expérience. Des pilotes vétérans qui avaient appris à combattre en mer, des mécaniciens aéronautiques qui savaient tirer 2 fois plus de vie des moteurs, des torpilleurs qui comprenaient le tempérament de l'armement aérien japonais. Cette infrastructure invisible avait été bâtie lentement, dans des hangars brûlants et au milieu des parasites radio. Elle s'évapora en quelques heures sous un ciel bleu clair du Pacifique. La pression monta bien avant que le premier bombardier en piqué ne franchisse l'horizon. Des mois de combats autour de la mer de Corail et de Guadalcanal avaient déjà aiguisé les équipages en une petite élite. C'étaient des hommes capables de lancer et de récupérer des avions par forte mer. Ils lisaient les signes subtils de l'assiette d'un porte-avions. Ils ajustaient les brins d'arrêt au toucher. Leur filière de formation avait été conçue pour l'attrition du temps de paix, une formation de conversion sans hâte. Des appontages pratiqués les jours calmes. Des pilotes de remplacement envoyés après des mois de cours en salle et des heures de vol limitées. En dessous se cachait une faille que peu à Tokyo voulaient affronter, l'idée que le temps serait abondant. Cette idée s'évapora quand Midway exigea d'absorber les pertes et de les remplacer aussitôt. Le récit se resserre en une seule heure, une heure où tout conspira contre le Japon. Regardez les ponts des porte-avions quand les alarmes montèrent. Des fusées rouges perçaient l'aube. Les équipages se bousculaient dans la fumée vers des cockpits exigus. L'odeur métallique du fluide hydraulique était épaisse comme une promesse. Les bombardiers en piqué américains, arrivés presque par hasard après un mélange chaotique de rapports de reconnaissance, trouvèrent en les porte-avions japonais avec des ponts densément encombrés. Des avions amarrés aile contre aile, des conduites de carburant branchées, des munitions prêtes, l'explosion d'Akagi, de Kaga, de Soryu et de Hiryu fit plus que couler des navires. Cela a arraché le cœur d'un système déjà fragile. Les pilotes chevronnés qui coordonnaient les escadrilles. Les chefs de maintenance qui équilibraient les hélices à l'instinct, les opérateurs radio qui assuraient la liaison de contrôle entre la patrouille de chasse et le flux des bombardiers. Ces rôles ne se tirent pas d'un manuel. Ils se forment dans le creuset de la mer et du combat. Voilà. L'effet catastrophique a été amplifié par une confluence technique et bureaucratique que beaucoup ne remarquent pas. Les avions embarqués japonais n'étaient pas de simples machines. Ils étaient modifiés pour répondre aux exigences des porte-avions, avec un train d'atterrissage renforcé, des ailes repliables et des ensembles de crosses d'appontage complexes. Ces modifications exigeaient un savoir de maintenance spécialisé et des outillages et gabarits présents surtout sur les porte-avions eux-mêmes. Quand un navire brûlait, l'outillage partait avec. Et le savoir informel aussi. Les petites astuces des ouvriers, la façon de cannibaliser des pièces pour faire voler un appareil cabossé pour une mission de plus. Envoyer des cellules neuves depuis les usines des îles métropolitaines ne servait à rien. Pas si personne ne savait les équiper pour l'environnement des porte-avions. Pas si aucun équipage expérimenté ne restait pour les manier sous la pression du combat. Le coup humain frappe comme un éclat d'obus. Imaginez un jeune pilote qui avait volé au-dessus de la Chine, les mains brûlées par des manches en bois. Il avait appris à lire le ciel d'une façon que tout Tokyo pensait pouvoir enseigner vite. À Midway, il a vu les appareils de ses camarades partir en vrille en contrebas. Il a senti la douleur obstinée et impuissante de survivre. Il est revenu dans une marine qui continuait à construire des avions. Mais désormais, les avions arrivaient sur les porte-avions sans la main chevronnée nécessaire pour les lancer dans le noir, pour démonter un moteur en quelques minutes entre 2 sorties, pour apprendre aux recrues à gérer une hydraulique endommagée et à ramener quand même un appareil à bord. Les instructeurs, ces pivots de l'expérience, ils n'étaient plus là.
Les pilotes de remplacement arrivaient avec des heures de vol, mais sans expérience de la chorégraphie serrée et dangereuse de la guerre sur porte-avions. Ce décalage a tué l'efficacité dans les mois qui ont suivi. Le crescendo de l'échec est devenu évident quand la marine impériale a tenté d'avancer. Sans aviateurs vétérans et sans équipe de maintenance aguerrie, les groupes aériens des porte-avions japonais sont devenus fragiles. Des tactiques jadis fondées sur une coordination sans faille. Des écrans de chasse coordonnés, une reconnaissance échelonnée, des frappes de bombardiers en piqué minuté. Tout s'est dégradé en attaques désespérées et isolées. Les équipages qui restaient étaient courageux, mais épuisés. Leur morale s'érodait en sachant que leurs appareils étaient plus récents, mais que leurs mains étaient moins exercées. Les Américains, eux, ont perfectionné peu à peu un modèle de formation de masse égalitaire. Ils remplaçaient les pertes par des hommes qui pouvaient s'entraîner sur des bases à terre avant d'être jetés dans l'action de flotte. Le contraste ne s'est pas vu dans une seule bataille. Il s'est révélé dans chaque engagement suivant où le Japon peinait à rassembler des vagues cohérentes d'avions d'attaque. Quand le Japon a tenté de reconstruire, les pénuries de carburant, l'usure sur d'autres fronts et un système industriel non orienté vers le remplacement rapide des pilotes ont comblé l'écart. Les usines pouvaient dire sortir des fuselages, elles ne pouvaient pas fabriquer l'expérience. Les porte-avions restants ne pouvaient sans plus lancer les mêmes groupes aériens denses et disciplinés qui, autrefois, projetaient la puissance japonaise à travers le Pacifique. Ce que Midway a fait n'était pas seulement tactique. Cela a rompu la chaîne d'apprentissage et d'improvisation qui avait permis au Japon de transformer le métal et la toile en une formidable aviation navale. Cette rupture est la vraie blessure infligée par la bataille. Dans le calme qui a suivi, des marins marchaient entre les membrures calcinées des porte-avions et ramassaient des pièces de matériel radio et des clés. Ils s'accrochaient au savoir-faire pratique qui avait survécu. Ils réparaient ce qu'ils pouvaient. Ils enseignaient aux nouveaux arrivants ce que les disparus savaient autrefois d'instinct. Ils continuaient à se battre, mais le tempo et la portée de l'aviation navale japonaise avaient été brisés. Le bras aérien de la flotte est resté numériquement important pendant un certain temps, mais ce n'était qu'un écho creux de ce qu'il avait été. Des avions sans la mémoire vivante qui les rendait mortels. Cette perte, plus que l'acier et le feu, a remodelé la guerre du Pacifique, parce qu'elle a retiré la seule chose qui demande plus de temps à construire que des navires, l'art humain de combattre depuis la mer.